distingue des sciences de la charia islamique. Qui sont les Cananéens, donc, d'après les sources arabes? Les historiens ont étudié l'histoire de Noé et de ses fils, Cham, Sem, Japhet. Ils ont considéré que tous les peuples de la terre descendaient d'eux. Voilà. Donc, l'origine des Cananéens, d'après les sources arabes, peuvent être classées comme suit. Certains historiens attribuent aux Cananéens deux origines possibles. Les Cananéens seraient les descendants de Cham, de Canaan, fils de Cham, fils de Noé. Ou bien, les Cananéens seraient les Jababirat Cham, les Jababira ou les géants du Levant, issus des Amalekites, issus de Sam. Cette contradiction est mentionnée par Al-Dinawari, Al-Tabari et autres historiens. Il convient toutefois de noter que l'origine chamatique est généralement privilégiée. La plupart des historiens arabes considèrent donc les Cananéens comme les descendants de Canaan, fils de Cham, fils de Noé, sans toutefois préciser le lien de parenté entre les Cananéens et les descendants de Sam. Seulement 3 historiens ont abordé cette question de façon explicite. Le premier, Abu Ubaid el-Bakri, c'est un historien tunisien mort en 1090. Abul Fida, mort en 1331, et le plus éminent est Ibn Khaldoun. Celui-là, il a approfondi l'étude des généalogies des nations du monde en soulignant les difficultés liées à ce domaine. Il a réussi à rassembler des informations éparses. Il a présenté son point de vue de manière claire, sans contradiction, contrairement à ses prédécesseurs. Il a exposé les différentes opinions sur l'origine des Cananéens et il a rejeté tout lien avec les Amalekites sémitiques. Il affirmait donc que les Cananéens étaient les descendants de Cham et considérait que plusieurs tribus en étaient issues, telles que les Sidoniens, les Arwadites, les Hittites, etc. Certains historiens arabes estimaient que les Cananéens étaient les Amalekites d'origine sémitique. Et certains ont mentionné avec une certaine prudence que Noé avait un 4e fils. Par exemple, Al-Dinawari et Al-Yaqoubi, 2 historiens du 9e siècle, ils pensaient que ce fils s'appelait Yam, tandis qu'Al-Tabari et ses successeurs considéraient que ce 4e fils était Canaan, que les Arabes, d'après Al-Tabari, que Canaan, que les Arabes appelaient Yam. Donc l'association du nom Canaan, Yam, avec l'eau et la noyade n'a aucun fondement historique direct en dehors de la légende de Yam ougaritique que nous étudions dans le cadre de l'histoire des représentations religieuses. Donc une certaine confusion apparaît chez plusieurs historiens arabes au sujet du lien entre les Amalekites, les Jababira, les Cananéens et leur territoire. Certains affirment que les Jababira étaient un peuple sémitique,
caractérisé par l'injustice. Al-Yaqoubi a rapproché les Cananéens des Jababira, non pas en raison de leur origine ou d'une origine commune, mais en raison de leur association commune avec la corruption morale et la débauche. Ainsi, l'image transmise des Cananéens est celle d'un peuple chamitique maudit par Dieu. Cette représentation trouve d'ailleurs son origine dans la Torah et les sources juives. D'après les sources arabes, le pays d'origine des Cananéens correspondait au territoire du fils de Cham. Ce territoire s'étendait sur plusieurs régions, le Maghreb, le Soudan, le Levant, et une analyse simple de ces sources montre que le territoire des Cananéens phéniciens ne se situait pas donc dans la péninsule arabique. Cette vision arabe entre en contradiction avec plusieurs études modernes qui ont tenté de considérer tous les peuples anciens de la région comme sémitiques et de faire remonter leurs origines aux rives de la mer Rouge ou au nord-ouest de la péninsule arabique. La vision arabe, donc, sur laquelle les Cananéens étaient des Chamites ayant coexisté avec les peuples sémitiques du Levant, correspond à une tradition historique déjà attestée dans certaines sources classiques. Celle-ci soutenait que les Phéniciens étaient arrivés sur les rives orientales de la Méditerranée en provenance d'autres régions. Quelle que soit l'interprétation de ces origines, la langue des Cananéens, des Phéniciens, descendants des Cananéens, était une langue sémitique appartenant au groupe sémitique du Nord, plus précisément à la branche dite cananéenne. Ils vivaient sur la côte orientale de la Méditerranée depuis au moins le début de l'âge du bronze. Nos conclusions concordent avec les découvertes archéologiques réalisées à Sidon par une mission britannique dirigée par Claude Doumet, publiée dans l'American Journal of Human Genetics. Les fouilles ont mis au jour un cimetière contenant 5 individus, dont les restes de 3 femmes et de 2 hommes. Ce cimetière remonte à environ 1700 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'âge du bronze. L'ADN extrait de ces individus a été analysé, puis comparé à celui d'autres individus contemporains retrouvés dans diverses régions d'Europe, ainsi qu'à celui de 99 Libanais actuels. Les chercheurs ont conclu que les Cananéens constituaient un mélange de populations établies dans des communautés agricoles côtières depuis le néolithique entre 9000 et 3300 avant Jésus-Christ et d'immigrants venus d'Eurasie il y a environ 5000 ans. Cela nous permet de conclure que les Cananéens comptent parmi les premiers groupes à s'être installés au Liban, en Syrie, en Palestine, et à y avoir fondé les premiers villages et les premières villes. Le nom des Cananéens, le terme employé par les historiens arabes est cananéen et non pas phénicien. Cependant, il ne s'accorde pas sur la signification du mot Canaan. Selon l'encyclopédiste Ibn Manzour du XIIIe siècle, ce terme provient de la racine Kana'a. Kana'a qui renvoie à l'idée de la bassesse, de profondeur et d'abaissement. Dans plusieurs sources égyptiennes et textes cunéiformes, le terme Canaan désigne une terre située à l'est, c'est-à-dire à l'est de la Méditerranée, dont les habitants sont appelés les Cananéens. En ce qui concerne le sens lui-même, plusieurs interprétations ont été proposées. L'une, les plus répandues, est celle de la terre basse, ce qui rejoint l'étymologie proposée par Ibn Manzour et autres sources arabes. Dans l'Ancien Testament, le terme cananéen désigne les habitants de l'ancien Levant. En revanche, dans la traduction grecque de la Bible, ainsi que dans les évangiles et les actes des apôtres rédigés à l'origine en grec, le mot Phénicie se substitue à Canaan et phénicien à cananéen. L'identification des deux appellations apparaît chez Philon de Byblos, qui affirme que Canaan aurait changé de nom pour devenir la Phénicie. Cependant, les inscriptions
en langue phénicienne n'emploient pas le terme Phénicie. Les habitants y sont le plus souvent désignés par le nom de leur cité. Sidonia, Tyria, habitants de Byblos, fils de Kition, etc. Il ne fait guère de doute que le terme phénicien, quelle que soit son étymologie exacte, a été diffusé par les auteurs grecs. Certains historiens arabes font dériver le nom phénicien d'une racine sémitique phonak, qui évoquait l'idée de luxe et d'aisance. Les auteurs arabes, toutefois, n'emploient pas le terme phénicien. Ibn Manzour, quant à lui, mentionne le mot phonak qu'il explique par les phanaka, phonak, auquel il donne le sens aussi, le sens de luxe de vie, c'est-à-dire une existence opulente et raffinée. Le pays des Cananéens, d'après ces sources, certains historiens arabes estimaient que le territoire cananéen s'étendait de l'Égypte jusqu'à Tanger, englobant l'Afrique du Nord, l'Andalousie même et le Maroc. D'autres ont donné une délimitation plus restreinte, identifiant le territoire cananéen au Levant, également désigné sous le nom de pays des Cananéens. Selon les auteurs, une partie des Cananéens aurait quitté sa patrie pour s'installer en Afrique du Nord à la suite d'événements majeurs. Selon Ibn Khaldoun, le territoire, et même selon Ibn Khaldoun et même Tabari, le territoire cananéen couvrait l'ensemble du Levant, de Sidon, Palestine, Gaza, Adwa, Tripoli, Naples, Homs et même Antioche. Les Cananéens, d'après Ibn Khaldoun et Tabari, les Cananéens auraient quitté cet espace à la suite des conquêtes de José ibn Noun, José fils de Noun, et des guerres de David, de roi David, une partie d'entre eux ayant alors émigré en Afrique du Nord. Donc la question des frontières entre pays et groupes humains et tribus n'était pas clairement définie, de sorte que les peuples du Levant ancien n'y attachaient pas la même importance que nous aujourd'hui. Il est donc inadmissible de projeter nos conceptions contemporaines de frontières sur la situation qui prévalait dans la même région il y a plusieurs millénaires. Les événements militaires et politiques du XIIe siècle provoquèrent des changements décisifs dans l'histoire des Cananéens, entraînant le déclin de leur influence sur certaines portions des côtes orientales de la Méditerranée. Les raisons de cette transformation non mentionnées par les sources arabes sont les suivantes: les invasions des peuples de la mer, la chute de la ville d'Ougarit et la pénétration de tribus araméennes dans les régions intérieures de la Syrie et dans certaines zones de la plaine de la Bekaa au Liban. Donc, le territoire cananéen se rétrécit des régions méridionales et intérieures au cours du premier millénaire, du long de l'âge du fer jusqu'à se limiter aux cités phéniciennes situées entre les environs d'Acre au sud et Ras el-Bassit et Arwad au nord. Les sources arabes convergent sur plusieurs points avec les données de la recherche moderne, en dépit du silence qu'elles gardent sur certains événements historiques majeurs. D'après ces sources, les Cananéens, habitants de la côte levantine, furent la cible d'attaques extérieures qui entraînèrent le déclin de leur influence. Cette lecture générale de l'histoire cananéenne est dans ses grandes lignes confirmée par les travaux modernes. L'expansion phénicienne dans les sources arabes et même dans des sources antérieures. Les sources arabes, comme les sources classiques, s'accordent pour reconnaître l'émigration des Cananéens hors de leur patrie. Il convient toutefois de souligner que les historiens arabes se bornent le plus souvent à relever que les Cananéens et les habitants de l'Afrique du Nord partageaient une même origine chamitique, au point que certains, comme nous l'avons indiqué plus haut, ont pu considérer que le territoire cananéen s'étendait jusqu'à l'Afrique du Nord. Quant au passage des sources arabes qui évoquent une parenté ethnique entre les Cananéens et certains peuples d'Afrique du Nord, tels que les Égyptiens, les Libéens, les Couchites, les Éthiopiens et autres,
Il trouve même un écho presque littéral chez l'historien juif Flavius Joseph. La Torah indique que les Cananéens excellaient dans la navigation et dans l'expansion maritime. Le premier livre de Rois évoque les voyages de Salomon et d'Ahiram Ier à Ophir. Les prophètes juifs décrivent le commerce florissant des Tyriens, des Sidoniens et des habitants d'Arwad et mentionnent les navires tyriens qui sillonnaient la Méditerranée jusqu'au Tarsis. Les sources classiques développent largement la question de l'implantation des colonies phéniciennes dans les bassins orientaux et occidentaux de la Méditerranée. Les historiens arabes, en revanche, n'abordent pas cette dimension commerciale et limitent l'étude de l'Antiquité à l'histoire des prophètes et aux grands événements militaires survenus au pays du Levant, Bilad Sham. Ils ont évoqué les circonstances qui ont conduit les Cananéens à quitter leur pays, mais ils ne mentionnent pas la fondation des colonies dans le bassin méditerranéen. Ces auteurs avancent diverses raisons pour expliquer cette migration, notamment les conquêtes de José, qui, après avoir vaincu les Cananéens et envahi leurs terres, auraient poussé les survivants à fuir vers l'Afrique du Nord par crainte de sa brutalité. La victoire de David sur Goliath. D'après les sources arabes, Goliath est un roi cananéen qui dominait en Palestine et à la suite de laquelle les Cananéens se seraient dispersés, un groupe d'entre eux se dirigeant vers le nord de l'Afrique. Ils estiment donc que la Palestine a constitué le principal foyer des migrations phéniciennes déclenchées par la victoire des Hébreux sur les Cananéens. On peut dès lors se demander si les invasions des peuples de la mer sur la côte méridionale de Canaan, conjuguées à la pénétration des tribus hébraïques à l'intérieur, ont provoqué le déplacement vers le nord de certaines populations cananéennes, amenant Tyr et Sidon à favoriser l'expansion phénicienne en Méditerranée et à envoyer des colons vers de nouvelles régions afin de faire face à l'afflux de réfugiés. Cette analyse s'accorde avec les données de l'archéologie qui montrent que la plupart des expéditions maritimes phéniciennes en Méditerranée au cours du premier millénaire furent entreprises par Tyr et Sidon dans le cadre d'une politique d'expansion pacifique et organisée. Les textes classiques et les vestiges archéologiques mis au jour dans les colonies phéniciennes, en particulier les temples, les représentations divines et les inscriptions alphabétiques, confirment la prééminence de Tyr et de Sidon et leur supériorité sur les autres cités phéniciennes, en particulier durant la période où celles-ci furent réunies sous l'autorité d'un même royaume. La fondation de Carthage, Abu Obaïd el-Bakri, Ibn Khaldoun évoquent tous deux la fondation de Carthage et les circonstances qui l'ont accompagnée. Le premier attribue la fondation de la ville à Didon, qui est un roi de temps de David. Il ne cite toutefois pas la source sur laquelle il s'appuie, se contentant d'introduire ce récit par la formule on dit. Il rapporte également la parole d'un cheikh selon laquelle la ville aurait été construite par l'un des fils de Nemrod, le géant. Nemrod, le géant, identifié encore par Abu Obaid, identifié donc à Canaan. Ce témoignage établit un lien implicite entre la construction de Carthage et les Cananéens, même si Abu Obaid el-Bakri ne le formule pas explicitement. Ibn Khaldoun, pour sa part, affirme que la ville fut construite par un roi qui s'appelle Didon, fils d'Élissa. Les indications fournies par les historiens arabes sur la construction du Carthage demeurent obscures. La Torah ne donnant pour sa part aucune information sur sa fondation. Flavius Joseph, s'appuyant sur Ménandre dans son exposé de l'histoire des rois de Tyr, rapporte
que le roi Pygmalion régna 47 ans et que la 7e année de son règne, sa sœur, dont il ne mentionne pas son nom, s'enfuit et fonda la ville de Carthage en Afrique. Il ne relie toutefois pas cet épisode à la guerre de Josée. Les historiens de l'Antiquité classique ont rapporté plusieurs récits mythiques de la fondation de Carthage et se divisent à ce propos en 3 grandes théories, dont la plus célèbre est celle de la fuite d'Élissa hors de Tyr par crainte de son frère. Ce mythe nous est notamment transmis par Virgile, Troc Pompée, Stelius Italicus, Justin, etc. Abu Obaid al-Bakri ibn Khaldoun mentionne tous deux donc la légende d'Élissa, transmise sous une forme altérée par une source que nous n'avons pas pu identifier. Le récit confirme néanmoins que le fondateur de la ville était un Cananéen, sans toutefois préciser s'il était originaire de Tyr ou de Sidon. Les motivations de l'écriture historique chez les historiens arabes, plusieurs facteurs ont incité les historiens arabes à s'intéresser à l'histoire de l'Antiquité. Parmi les plus importants figurent le désir de recueillir des récits et des informations sur la vie du prophète Mahomet et de ses compagnons. De cette entreprise sont nés les ouvrages de biographie de prophètes, As-Sira, des livres consacrés aux campagnes militaires et aux premières conquêtes musulmanes, Al-Maghazi, ainsi que les récits portant sur les tribus arabes pré-islamiques. La nécessité de connaître les circonstances historiques ayant conduit à la révélation des versets coraniques. L'histoire est ainsi devenue une science auxiliaire permettant de mieux comprendre le texte coranique. L'essor de l'écriture des Israéliates, c'est-à-dire des récits relatant l'histoire des prophètes des Hébreux, les Hébreux ou Banu Israël, et les événements survenus à leur époque. C'est dans ce cadre que l'histoire des Cananéens apparaît dans les textes arabes. Le désir des peuples conquis, de consigner leur propre histoire afin de mettre en valeur la supériorité de leur civilisation. On constate par exemple que les auteurs syriaques, au premier rang c'est Bar Ibraous ou Ibn al-Ibri, ils ont laissé des ouvrages historiques en arabe centrés sur l'histoire du monde avant l'islam. Leur récit s'ouvre sur les écrits de la création en insistant sur l'histoire des peuples anciens et sur l'éclat de leur civilisation. Ce constat vaut également pour d'autres auteurs issus de peuples conquis, en particulier pour les historiens d'origine persane qui ont exercé une influence considérable sur les études historiques arabes, le plus éminent d'entre eux étant At-Tabari. L'objectif fondamental de l'étude de l'histoire pré-islamique découle principalement de la vision largement partagée par les historiens arabes et musulmans selon laquelle les événements historiques sont guidés toujours par la volonté divine. Quelles sont les sources des historiens arabes? La source principale était le Coran, qui consacre de nombreuses sourates aux prophètes et à leur rôle dans l'orientation des peuples vers l'adoration de Dieu. Le texte coranique mentionne explicitement 25 prophètes. Donc 25 prophètes ont été cités. Parmi ceux dont les récits se rapportent aux Cananéens figurent Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, ainsi que le prophète Élie. Les récits des Cananéens sont en revanche absents des histoires relatives aux autres prophètes. Les commentateurs du Coran ont pour leur part développé divers récits relatifs aux Cananéens en citant notamment l'histoire de Noé et de ses fils. Les historiens arabes se sont également appuyés sur les auteurs de biographies prophétiques ainsi que sur les chroniqueurs et annalistes. Les premiers écrivains arabes
Les premiers écrivains arabes ont transmis des récits oraux provenant même des compagnons du prophète Mahomet, y compris des histoires le concernant lui-même. Ils ont cité des poètes de l'époque pré-islamique qui ont laissé des pièces évoquant l'histoire des prophètes et des anciens. Parmi ces poètes figurent Aouf ibn Saad al-Jarhami, mort en 345-956, Umayya ibn Abi Salit, un auteur de poèmes religieux célèbre pour sa relation avec Mahomet. L'Ancien Testament comptait également parmi les sources utilisées par les historiens arabes, en complément des récits d'Israéliades, d'où ils tiraient de nombreuses informations. Les auteurs arabes ont utilisé des sources issues des peuples anciens placés sous domination islamique, en particulier des traditions syriaques, chaldéennes, assyriennes et perses. Certains historiens ont eu accès à des informations provenant des auteurs de l'Antiquité classique par l'intermédiaire de traducteurs syriaques. Cela explique que les données transmises par nos sources ne se limitèrent pas au thème de l'Ancien Testament, mais qu'elles englobent également d'autres sujets. Par exemple, les invasions d'Ixos, la fondation de Carthage, on a déjà cité, les guerres puniques et d'autres événements majeurs liés à l'histoire phénicienne. De sa part, Ibn Khaldoun utilise une source qu'il appelle Horoshios ou Horoshios et le qualifie parfois l'historien des Roums. Ce n'est que Paul Oroz, un historien et apologiste chrétien né vers 390. On ne sait rien de sa vie avant l'an 414, quand il s'installa à Hippone et entra en contact avec Saint Augustin. Entre 414 et 417, il rédigea son œuvre historique universelle contre les païens. Ce livre nous apprend, Ibn Khaldoun, a été traduit en arabe à Cordoue, sous l'ordre du calife omeyyade Al-Hakam al-Muntasir. En effet, Ibn Khaldoun fut le seul historien arabe qui a amplement utilisé l'histoire de Rose dans sa compilation de l'histoire générale. Pour conclure, les sources arabes fournissent un ensemble d'informations sur l'histoire des Cananéens phéniciens, permettant d'aboutir à de nombreuses conclusions et analyses qui éclairent divers aspects de l'Antiquité cananéenne. Elles peuvent être mobilisées pour étudier les relations des Cananéens avec le peuple voisin, leurs pensées religieuses, ainsi que certains éléments de leurs croyances. Les sources arabes contribuent également à l'écriture de l'histoire d'autres peuples anciens, notamment les Perses, les Grecs, les Romains christianisés, les peuples d'Afrique du Nord, les Hébreux et autres. Elles ouvrent en outre la voie à l'exploration de nouvelles sources écrites, en particulier syriaques, qui offrent un point de vue original sur l'histoire ancienne. Bien qu'elles s'appuient sur la Bible et les historiens chrétiens, ces sources puisent leurs racines dans les traditions chaldéennes, cananéennes, araméennes, syriaques, voire classiques. Leur étude contribue à une meilleure compréhension de l'histoire cananéenne et phénicienne. Et merci. Bonjour, bonsoir. Ok. Déjà, merci beaucoup pour votre temps et votre intervention. J'ai juste une question. Vous étiez en train de dire que, euh, on a l'histoire biblique qui raconte que quand Josué, fils de Nun, est rentré en terre de Canaan, ils ont gagné leur bataille, ils ont chassé les Cananéens. Et en même temps, donc c'est à peu près la fin du deuxième millénaire, le début du premier millénaire. Et à cette époque-là, on a aussi l'ascension de l'expansion phénicienne en Méditerranée. Et vous disiez que donc il y a des études archéologiques qui sont en accord avec cette théorie, avec cette explication. Mais en fait, moi, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a
des preuves ou bien des preuves archéologiques d'une expansion démographique dans les villes de Tyr et de Sidon à cette époque pour qu'on puisse voir qu'il y a eu vraiment par exemple, beaucoup d'immigrés, comme vous disiez, des réfugiés de guerre? Non. Non. C'est dommage, on n'a pas jusqu'à maintenant des vestiges archéologiques qui disent que les Cananéens ont quitté leur pays de Canaan du Sud vers Tyr ou Sidon. Non, c'est une analyse que j'ai faite pour expliquer quelques raisons pour l'expansion phénicienne en Méditerranée. Donc, c'est une analyse. Ok, est-ce que c'est pas un peu risqué quand même, puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup de preuves archéologiques sur Moïse et Josué et tous ces personnages-là? Oui, On oui, n'est même pas oui, sûr qu'ils oui, ont. c'est risqué, mais moi, je n'ai pas lié l'expansion à Moïse ou à José. Non, moi, je dis que avant tout, c'est l'invasion des peuples de mer et peut-être la pénétration des tribus hébraïques qui a incité les Phéniciens à aller dans cette expansion. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre conférence, mais pour répondre à cette intervention, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des gens, surtout de mon ami là qui vient de parler, euh, on sait très bien que les preuves archéologiques ne sont pas du côté de la Bible et que l'histoire de Josué est une histoire bien tardive et que les Hébreux, ce n'est pas un peuple qui est venu remplacer les Cananéens, mais que ce sont des Cananéens des montagnes et des plaines et que tout ça, c'est des Cananéens entre eux, mais qu'il a fallu appeler les autres Cananéens parce il fallait se singulariser par rapport aux autres. Donc, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je pense que, monsieur, vous étiez clair. Enfin, vous rapportiez des sources, mais les choses ne se sont certainement pas passées comme ça. Au contraire, les preuves archéologiques montrent qu'il n'y a jamais eu de conquête de la Palestine par les Hébreux. Ça ne s'est jamais fait, puisque c'était les gens du coin. C'était les peuplades du coin qui ont essaimé de façon différente avec un exode interne, pas un exode qui vient de l'extérieur. Donc, pour ne pas créer un peu de confusion, je crois que vous étiez clair, mais bon, Oui, oui. merci. Oui. Quelqu'un a une autre question? Oui. Bonjour. Pour moi, ce n'était pas clair la nomination des Phéniciens. Comment les Cananéens sont devenus Phéniciens? Vous ne l'avez pas très éclairé. Oui. Si je peux Oui. avoir Donc, votre avis. oui. Donc, les Arabes les ont nommés Cananéens. Ils n'ont pas utilisé le mot phénicien. Seulement, Ibn Manzour, il a parlé d'un mot, fanak, dans plusieurs reprises, il a dit que le mot signifie un homme riche, opulent, etc. Donc, dans les sources arabes, on utilise seulement cananéen. Le mot phénicien ne figure que dans les sources grecques. Donc, les Grecs, eux qui ont nommé les Cananéens les Phéniciens. D'après moi, c'est le même peuple, mais seulement l'étymologie diffère entre les Arabes, les Sémitiques en général, et les Grecs et les Romains après. Tout à fait. Ce que nous savons que c'est les Grecs qui ont donné le nom Phénico, qui est le rouge. Après la C'est découverte, peut-être le rouge ou la pourpre. la pourpre, c'est ça, le Oui. rouge, la pourpre, je veux dire. Après Oui. la découverte de la pourpre, ils ont nommé les Cananéens Phénico, les rouges, de pourpre. C'est bien ça. Ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. تفضلوا. Merci.